Bonjour à tous et bienvenue dans le Woo Show numéro 8. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 8 de la saison 12 de Doctor Who, apparition à la Villa Diodati ou The Haunting of Villa Diodati en anglais, titre original, écrit par Maxime Alderton et réalisé par Emma Sullivan, la réalisatrice de l'épisode juste d'avant. Avant de vous parler de cet épisode et avant toute chose, je vais vous présenter la Team Tardis et puis ensuite on verra les commentaires sur les anciens épisodes parce qu'on aime bien le faire. Donc pour m'accompagner, comme tous les jours, je suis accompagné de... Oh, je suis accompagné d'un chat. J'adore, je suis accompagné de... Excusez-moi, Alita, Nono et Alès. Mais il m'a perturbé ce chat, je l'avais pas vu, c'était la surprise. Guppy. Waouh. Le pop de Guppy, c'est trop cool. Du coup, oui, aujourd'hui on a pas mal de commentaires à voir. Forcément, on va essayer d'aller un peu vite quand même, mais bon. Et c'est cool vos commentaires. Donc Monsieur Rémi, là on va parler de Praxeus, vous savez l'épisode avec le plastique, tout ça dans les mouettes. Il nous dit un épisode que j'ai trouvé assez neutre émotionnellement, arrêtez de rigoler à côté. Il y a de belles choses visuelles, quelques idées intéressantes, mais au final avant de voir ce Woo Show, l'épisode, vu il y a quelques semaines, ne m'avait laissé aucun souvenir particulier. Peut-être est-il oubliable, c'est possible, ouais. Je l'ai vu avant le début officiel du confinement, mais l'épidémie était déjà active en Chine, alors forcément on a une petite pensée pour le Covid, mais de loin. Parce que le message écologique, comme le dit Saran, s'appuie sur des éléments très actuels, très ancrés dans nos consciences, ce qui a éclipsé dans mon esprit la pandémie du pangolin. Voilà, donc pour lui, il dit plus tard que l'épisode aurait dû sortir avant le contrat des Judoons, puisque les trucs des Judoons, en fait, c'est vachement de hype en mi-saison, et là, c'est une histoire fermée, donc il trouve que la mayonnaise retombe un peu. C'est un peu ce qu'on s'était dit aussi quand on avait fait le retour sur l'épisode, mais en même temps, ça permet aussi de souffler un peu, mais bon, à voir. Et il a préféré Orphan 55, lui, contrairement à nous tous, il dit que le message est finalement plus radical. Nous, on le trouvait justement peut-être un peu trop radical. On a Bruce Wayne, le retour, pareil sur l'épisode donc Praxeus, qui nous dit épisode correct, mais mieux amené que Orphan 55. Pas un de mes préférés de cette saison, mais bon, sur sa construction et sa réalisation. Voilà, donc lui, il est plutôt d'accord avec nous. On a ensuite des commentaires sur l'épisode. Est-ce que vous m'entendez? Non, c'est ça? Vous m'entendez, tout court. Ouais, vous m'entendez. Donc le grand Amiral Thrawn, Big Amiral, qui nous dit cet épisode me rappelle, désolé, encore une fois, l'épisode 9 de la saison 11 avec cette divinité, mais je trouve que s'il y a des divinités comme ça dans Doctor Who, pourquoi les autres retiennent les seigneurs du temps alors que bordel des dieux? Donc déjà tu écris très mal à chaque fois. Grand Amiral, on comprend pas exactement, mais je crois comprendre ce que tu veux dire par là, c'est que si les autres c'est considéré comme des dieux, pourquoi les Seigneurs du Temps ne sont pas aussi considérés comme des dieux? Moi je comprends ça comme ça, et c'est plutôt vrai, hein, ils sont genre hyper puissants tout ça. Et à part ça, j'ai bien aimé Zéline avec ses doigts. Au final cet épisode est pas mal inutile, mais fun, horrifique, un peu l'épisode de la saison 6 de la maison de poupée, ça lui rappelle. Vos réflexions sont intéressantes comme d'habitude, je vous souhaite de vous accrocher pour le final, cap sur la Suisse. On l'a vu, hein, on parlait dans cet épisode, mais on va aller en Suisse. L'ascension va commencer. The Timeless Children will rise. Ok. Et on a Bruce Wayne, encore une fois, sur cet épisode, qui nous dit « Dans l'ensemble, j'ai bien apprécié cet épisode. Visuellement, je l'ai trouvé joli. On en apprend un peu plus sur Yaz par rapport aux autres, ce qui est bien. Zéline m'a fait un peu penser à un proctologue, à part qu'il foutait ses doigts dans l'oreille et pas ailleurs. Pour l'épisode avec Capaldi, c'est Last Christmas, il nous reconfirme ce dont on parlait. Épisode spécial Noël saison 8, contrairement à Alès, tiens. Je n'ai pas trouvé cet épisode si inutile que ça. Et les deux ennemis immortels sont considérés comme des divinités, cela ne signifie pas que ce sont forcément de vraies divinités. Puis divinité n'est pas forcément égale à Dieu. Voilà, donc Alès fait une tête. Voilà, super la tête d'Alès, j'adore les réponses d'Alès, elles sont trop bien. Non mais voilà, c'est intéressant, c'est à discuter entre nous après. Grace était l'infirmière de Graham et non son médecin, il nous précise, donc voilà, c'est cool. Merci beaucoup pour la précision, et c'est un peu ce qu'on pensait, mais tu as corrigé effectivement le fait qu'elle n'est pas médecin, c'est vrai. Seul gros bémol, c'est que Zéline et Rayaka ont été vaincus facilement en soi, mais cela n'est pas trop gênant vu qu'ils avaient le docteur en face d'eux, et qu'elle leur a mis un suppôt et au lit et avant d'aller se coucher. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus d'explications sur la façon dont ils ont été vaincus, car au final cette partie a été rushée en 5 minutes, c'est un peu ce qu'on a dit, ouais. Environ, ça aurait pu être mieux, c'est clair. J'ai bien aimé la scène avec le docteur Egram qui se confie à celle-ci sur sa peur et le docteur lui prête une oreille attentive, même si il ne trouve pas, ou elle ne trouve pas plutôt il dit, les mots parce qu'elle est encore un peu mal à l'aise socialement. Elle décide de changer les idées de Graham ainsi que de Yaz et Ryan en les emmenant voir Mary Shelley. Je l'ai préféré à l'épisode précédent. Voilà. Donc Mary Shelley, on va en parler juste après, hein, forcément, parce que c'est vrai que on s'est redit avec Alita en voyant le commentaire de, du coup Bruce Wayne, merci à toi, c'est que à la fin même de l'épisode précédent, et dit on va aller voir Mary Shelley, et en fait ça donne directement sur l'épisode qu'on va traiter aujourd'hui. Et on a aussi quelqu'un qui a un prénom très compliqué à dire, mais qui est trop bien parce que son nom ça fait un peu genre Issou.
C'est Najmi... Oh, je vais pas écorcher ton prénom parce que je supporte pas ça. Najmidine Hahamadi Hissouf. Je pense que j'ai bien dit. Elle nous dit magnifique épisode. Elle nous dit d'ailleurs, je pense que c'est une femme, je sais pas trop, mais magnifique analyse de votre part avec des smiley cœurs. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Et ton prénom, ça fait un peu genre Issou et je trouve ça trop bien. Voilà. Donc, ouf, c'est bon, c'est fini les commentaires, mais je voulais vous les lire. J'aime bien parce que vous rapportez toujours de l'eau au moulin, de l'eau à tout ce qu'on dit et vous faites des corrections et c'est trop bien. Donc on va parler de cette autrice Mary Shelley de Frankenstein, c'est intéressant. Je vais juste vous laisser la parole les amis, mais juste avant je voudrais dire que les 2 premières phrases de l'épisode c'est « encore confiné », puis après « le monde lui-même semble malade ». Je sais pas ce qui se passe. Alès se sourit, mais c'est incroyable, c'est quoi ce délire? Ouais, mais j'ai pensé, quand j'ai vu les sous-titres, ouais. J'ai fait putain, ils en ont fait exprès, ils avaient prédit quoi. Bah attends, déjà Praxeus on s'était dit mais c'est quoi le délire, on nous fait quoi là? Et là... Bref, donc c'était assez ouf quoi. Donc on va effectivement en Suisse, on est à Genève, aux abords du lac Léman, donc ça nous parle plutôt. Il y a même des Français au lac Léman. On va d'ailleurs avoir une Française dans l'épisode, pas très intéressant, mais pour une fois c'est une actrice française ou en tout cas francophone parce qu'elle a pas un accent dégueulasse. C'est une Française. Oui. Ah, tu as les infos. Ok, merci Alita. Donc elle a pas d'accent du tout, ouais. Et c'est trop bien parce que j'en ai trop marre moi des trucs en mode bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc non, une française c'est cool. La famille va frapper à la porte de Lord Byron afin d'assister à la création du cultissime roman Frankenstein, ou le Prométhée moderne, c'est le nom exact du roman. Donc on se retrouve avec un groupe d'écrivains tels que Claire Clermont, Lord Byron qui est à la maison, John Polidori qui est un auteur qui a fait pas mal de trucs sur le thème du vampirisme. Tous les auteurs qu'on voit dans cet épisode, c'est des vrais auteurs qui avaient même l'habitude de se réunir, donc c'est plutôt cool historiquement parlant. Mary Godwin qui est du coup l'autrice de Frankenstein tout simplement. Et puis plus tard on verra Percy Shelley, un peu plus tard dans l'épisode, qui est un mec qui a eu un auteur surtout de nouvelles et de pamphlets un peu, parce qu'il a fait pas mal de trucs autour de l'athéisme et c'était même une des personnes qui a beaucoup inspiré Karl Marx plus tard politiquement. Donc assez intéressant, des érudits, l'élite de la Suisse, je ne sais pas comment dire. Non mais qu'est-ce que vous avez pensé déjà de ce délire d'écrivain comme ça? Je sais pas. Qui veut parler, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai trouvé ça très intéressant, surtout avec l'atmosphère entière de l'épisode en fait. Ouais. Oui, parce que c'est pas des auteurs au hasard quoi, c'est ça. Franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ça amène des trucs très intéressants en fait. Après, en fait, c'est réel aussi, ça, c'est vrai qu'ils se sont vraiment tous réunis dans une villa pour écrire, du coup... Ce soir-là, ouais, et que ça a vraiment inspiré, du coup, Mary Shelley pour écrire Frankenstein, en fait. Donc c'est cool qu'ils reprennent un fait historique qui est pas forcément connu, en plus, mais en tout cas, ouais, tout est vrai, c'était bien ces 5 personnes-là et tout, donc c'est stylé. Bon, il n'y a pas eu de mort, hein, normalement. Ah oui, il n'y a pas eu de mort. Pour faire parler Nono, juste après, je lui poser la question et je vous la poserai à vous aussi, parce qu'il n'y a pas que Nono qui est dans ce cas-là, je pense. Bah, il n'y a pas que Nono que je veux entendre là-dessus. Mais moi, j'étais dans un cas très particulier, très con et sexiste, c'est que Frankenstein, je savais que c'était un truc de film, je savais que c'était une créature imaginaire qui avait été détournée dans des films, des jeux vidéo, tout ça. Je me doutais forcément que c'était un roman à la base, parce que c'est forcément un roman. Tout commence par un roman, c'est toujours comme ça. Mais, est-ce que vous saviez que c'était une femme qui avait écrit? Parce que je ne savais pas du tout, et je m'en doutais pas. On m'entend? Oui. Oui, non, je veux ton avis là-dessus. Est-ce que tu le savais? Non. Mais non. Est-ce que vous le saviez? Bravo. Je suis désolée, je vais faire des têtes, c'est pas possible parce qu'il y a un gros papillon qui est rentré dans la chambre et il me fait un peu peur. Voilà. Oh, je te comprends. Voulez-vous que je mette pause et que j'arrange les choses? Je veux bien, s'il vous plaît. Pour la première fois pendant ce Woo Show, nous allons mettre pause, c'est incroyable. C'est bon, excusez-nous, le papillon est parti, tout va bien. Alors oui, on parlait du coup de l'autrice de Frankenstein, je ne savais pas que c'était une femme, j'ai un peu piégé Nono en lui disant « Est-ce que tu savais que c'était une femme ?» Mais vous tous, franchement, honnêtement, Alita, toi qui as une culture littéraire, je sais pas quoi là, dites-nous, je sais pas. Non, je ne savais pas non plus, j'ai jamais entendu ça de ma vie, que c'était une femme qui avait écrit, qui avait inventé du coup Frankenstein. Ouais, inventé la créature, et oui, Alès, pardon, tu voulais dire quelque chose, non? Moi je savais parce que je l'ai étudié en cours. Intéressant. Mais c'est juste. Vous avez étudié, c'est intéressant. Du coup. Mais je me rappelais même plus de son prénom, mais je savais que c'était une femme. Oui, Mary Godwin. Mary Godwin, c'est ça. Mais après, j'ai jamais lu Frankenstein. Bah non, j'avoue, moi non plus. Moi non plus. J'ai juste connu Frankenstein avec les films et tout.
Ouais, des films, c'est ça, on le voit dans, classique, voit dans des films, on voit aussi dans quelques dessins animés, tu vois, il est un peu cité, et puis c'est un des méchants les plus... une des créatures, on va dire, horrifiques les plus connues, avec, je sais pas, l'homme du lac, des trucs comme ça, quoi, c'est assez ouf. Après, c'est très vieux, du coup, c'est un texte, à mon avis, très difficile à lire, hein, pour l'époque. Oui, c'est bien possible. Mais qui doit être intéressant. Mais carrément. Déjà, il est complètement différent. Oh, attendez, allez-y, pardon. Il est complètement différent, du coup, dans le roman, comment elle a imaginé tout. Après, ça s'est déformé au fur et à mesure, en fait. Mais... Ah bon? Ouais, il est un peu différent, je sais plus ce qu'il y a comme beaucoup de différences, mais bref, j'avais lu quelques trucs. Il ressemble à une créature qu'on connaît, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Qui est derrière, quelque part. Ah oui, c'est ça, non mais c'est ça, c'est super intéressant du coup le parallèle qu'ils vont nous faire, on en parle un peu plus tard dans Chouchou, mais le parallèle qu'ils vont nous faire, et même nous dire que finalement son inspiration elle vient de quelque part, et je trouve ça trop bien. Donc oui, Alès nous a parlé tout à l'heure de l'ambiance horrifique, ambiance glauque, vision de fantômes, squelette qui s'anime, orage, ça marche toujours, au désespoir, va faire Alita comme blague, elle l'a fait tout le temps. La villa labyrinthe aussi, le côté, tu sais, le truc, on sait plus, on prend une porte, ça part autre part. Les bébés qui pleurent, y a rien de pire. Et la créature flottante au-dessus du lac. Donc cette ambiance horrifique, le groupe d'historiens, il est adepte de ces histoires horrifiques, mais il va se faire vite dépasser par les événements. Tu nous disais, Alita, tout à l'heure que c'était un groupe qui avait l'habitude de se réunir pour se raconter des histoires qui font peur, c'est ça? Des trucs comme ça? Je ne sais pas. L'habitude, je sais pas, mais que du coup, c'était effectivement... un truc qui se faisait assez à l'époque, en tout cas, de se réunir pour un peu s'inspirer, et en se lisant justement des nouvelles et tout ça, et du coup, c'est ça, le mot c'est s'inspirer. Avez-vous déjà fait ça, vous? Moi j'ai déjà fait les cadavreski, c'est trop bien. C'est pas pareil. Ouais, mais c'est un peu se réunir pour écrire. Ouais, non, mais des trucs qui font peur, je parle. Ah, trucs qui font peur. Raconter des histoires qui font peur. Non. Ah oui. Oui, vous avez déjà fait ça? Ouais, moi j'associe ça à un truc de scout. Étant plus jeune. Nous, c'était. Est-ce que vous avez écrit des romans? Est-ce que j'ai écrit des romans? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu disais, Nono? Excuse-moi. J'ai dit, moi, c'était plus soirée film d'horreur. Soirée film d'horreur. On se mettait sur une grande télé écran plat, et on mettait le canapé vraiment tout devant. Et pour ceux qui pouvaient pas se mettre dessus, on mettait un plaid et t'étais vraiment devant, quoi. Et ils mettaient les enceintes à fond. C'est stylé. C'est stylé. En faisant nos recherches, on a trouvé que ça s'appelait Phantasmagoria, c'est ça, Phantasmagoriana, pardon, recueil de nouvelles allemandes de fantômes. Ce serait ça qui se serait raconté normalement à la base, et d'ailleurs il le cite dans l'épisode. Oui. Phantasmagoriana, c'est un truc allemand. Donc moi, à mon avis, un truc de fantôme allemand, ça peut faire que peur. Hein. Je sais pas, mais des nazis. Oui, tu tiens à dire. La façon dont ils le disent en anglais n'a pas du tout l'air d'être la même traduction. Oui, en fait, le titre en anglais du bouquin est différent du titre en français, c'est pour ça. C'est toujours réinterprété. Oui. Pour que ça parle plus à la. Parce que c'est le vrai. Parce que c'est le vrai titre aussi en français. En fait, c'est un vrai bouquin qui existe et du coup le titre du bouquin en français est différent. Oui, mais dans le sens de ce que je veux dire, par exemple, quand tu vas. T'as des traductions qui seront justes, Oui, des fois c'est du mot à mot, et des fois c'est un peu retravaillé pour que ça puisse sortir de pays différents. Cette ambiance, du coup, Alès, tu nous en parlais, cette ambiance horrifique là, comment vous l'avez ressenti? Parce que je sais que une fois sur deux, moi, dans les films d'horreur ou dans les films d'horreur, c'est un bien grand mot, mais dans les films un peu d'angoisse, on va dire, des films d'angoisse, c'est souvent pas ouf. Ou en tout cas, un peu cheapos. Je sais pas. Vous, comment vous l'avez ressenti, honnêtement? Je demande l'avis au couple, là, parce que moi, j'ai forcément l'avis d'Alita, mais est-ce que ça a marché sur vous? Est-ce que vous vous sentiez angoissé? Franchement, moi, les films d'horreur, ça m'angoisse pas du tout, parce que je m'attends souvent à tout, en fait, dans les films d'horreur, parce que du coup, je déteste les films d'horreur. Mais là, exceptionnellement, là, je ressentais quand même un peu d'angoisse, un peu de... Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que le truc, c'est que c'est Doctor Who, donc ça n'a pas une structure fixe comme quasi tous les films d'horreur où ça va toujours se passer de la même façon. Donc là, j'étais un peu dans le... Que va-t-il dans l'inconnu, comment on peut lier ça à de la SF, tout ça, du coup pour que ce soit pour que ce soit un peu crédible, tout ça. Non, mais c'est vrai, carrément. Et du coup, ils vont le lier à la SF parce que la créature au-dessus du lac qui flotte, en fait, c'est pas une créature tout simple et une vision comme un peu tout le reste, mais on en parlera après. C'est le fameux Cyberman solitaire, et je sais pas ce que vous en pensez, je veux votre avis tous aussi, puis même Alita, j'ai pas trop ton avis, mais je m'attendais absolument pas
vu le début de cet épisode, je me disais, il nous reste du coup 3 épisodes, en comptant celui-là, avant la fin de cette saison. On nous parle de Cyberman Solitaire, on nous parle de aussi l'enfant qui va revenir, tout ça. Bon, ok, encore un épisode dans le passé, ok, très bien. Ça nous laisse quoi, un double épisode pour la fin, tout ça. Et je m'attendais absolument pas que la première moitié de l'épisode se passe comme ça, et que d'un seul coup le reveal, c'est que le Cyberman Solitaire, en fait, il est là, il arrive. Je sais pas, est-ce que vous y attendiez, ou est-ce que vous avez eu la même surprise que moi? Alors, moi, personnellement, au début, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai compris quand j'ai vu la première apparition sur le lac, celle qu'on voit la première fois. Ouais. Ah, vous aviez compris? Ah, pas moi, du coup. Il y a eu 2 fois, du coup, une fois en plein milieu de l'épisode, je crois, et une fois juste un peu avant l'apparition. Et la première, moi, je sais pas, j'ai pensé ça parce que je me suis dit... Et le côté passé, tu vois, moi c'est le côté dans le passé, ça marchait pas, tu vois. Bah moi ça me choquait pas parce que c'est pas la première fois qu'on les aurait vus dans le passé en fait, si je me souviens bien. Non, pas dans le passé, mais c'est vrai. Non, c'est pas la première fois qu'on le voit dans le passé, effectivement, c'est pas ça que je veux dire, mais je sais pas, l'ambiance de l'épisode, un peu horrifique, du coup, je m'attendais pas à voir un ennemi un peu... Alors du coup, on va en parler, mais il a des particularités Cyberman Solitaire qui font qu'il marche bien dans le côté horreur, mais à la base, un Cyberman marche pas tellement dans le côté horreur, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est pas une créature qui fait peur par l'angoisse ou par un esthétique un peu répugnant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je sais pas si je suis clair. Ouais, mais dans le sens, je pense que ça colle quand même pas mal au final. Même s'il était pas, on va dire, de ce design-là, je vais pas spoiler direct le design. Ouais, on en parle un peu plus tard. Je trouve que ça marche quand même aussi parce que c'est quand même assez. Ça colle quand même à Frankenstein en quelque sorte par rapport à ce qu'est un Cyberman au final. Ouais, tout à fait. Donc, complètement. Nono, par rapport à ma première question, ce côté reveal de, en fait c'est le Cyberman Solitaire qui est là, on est dans un épisode qui va parler d'écrivain, qui va parler de Frankenstein, et boum, l'ennemi arrive. Je sais pas. Est-ce que toi aussi parce qu'après tu l'as regardé avec Alès et voilà, vous avez vu tous les deux, mais est-ce que toi aussi tu t'y attendais, en tout cas en voyant ce début d'épisode, je ne sais pas. Moi, ça fait pas mal d'épisodes que je m'attends à en voir un, en fait. Ah, d'accord. Ça a été dit, voilà. Bien sûr, on nous le tease énormément, tout à fait. Voilà. Donc, tous les épisodes, je m'attends toujours à en voir un. À chaque fois, tu crois que ça va être un Cyberman à chaque épisode? D'accord, excellent. Jusqu'il arrive. Excellent. Il arrive dans le lac, du coup, ouais. Et en fait, quand l'épisode a commencé à partir... je me suis dit, non, ça peut pas être ça, il parle de rêve, ça doit être encore un truc, une manipulation. Ouais, un ennemi bizarre ou une entité, un truc, c'est ça. C'est ça, ouais. Et c'est après, quand j'ai vu la silhouette dans la villa, que je me suis dit, ah ça y est, il est là. le voilà le coco. Alita? Je t'avoue oui que non, j'ai pas du tout pensé à lui. Je t'avoue oui que non. C'est une nouvelle technique. Je t'avoue oui que non. Non, j'y ai pas pensé et je vois pas pourquoi. Alors c'est vrai que en plus avec du recul, c'est comme a dit Alès, c'est logique quand on dit Frankenstein qu'on puisse penser à un Cyberman. C'est juste que j'ai peut-être un peu mis de côté l'aspect solitaire de celui-ci parce qu'on a plus l'habitude que les Cybermen soient en troupe en fait. Et du coup, c'est bizarre de voir effectivement un Cyberman isolé et en train de faire sa vie de son côté, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que j'y ai pas pensé. Et c'est vrai que je pensais pas, le voir dès cet épisode-là et en mode le reveal, c'est ça et tout ça. Même s'il n'y a pas tout qui est expliqué par lui, mais... Mais par contre, je suis sûr d'un truc, c'est que même la première apparition qu'on voit au-dessus du lac... Je suis sûr que si on a un grand écran ou qu'on zoome bien, on voit quand même les traits du Cyberman. Les traits, au moins sur le torse, parce que moi c'est comme ça que j'ai cru reconnaître le torse et la lumière au milieu, au centre, en mode Iron Man. Iron Man, c'est ça, Iron Man du pauvre. C'est ce qui m'a fait penser à ça, parce que par contre la tête on voit pas du tout, c'est très flou justement. Sauf la deuxième apparition, on nous le montre un peu plus, justement je pense pour nous faire vraiment comprendre que c'est lui qui va arriver. Mais la première silhouette, on voit quand même, je pense, assez bien le torse pour deviner. Finalement, silhouette de lumière qui rappelle un petit peu justement un des premiers épisodes de cette saison, je me rappelle plus le titre, excusez-moi, où on avait ces fameuses silhouettes de lumière, on se disait Spyfall, c'est ça, oui, Spyfall partie 1 et 2, où on voyait un petit peu ça. Et c'est très intéressant de savoir d'ailleurs que pour cet épisode, excusez-moi, c'est ça que je voulais vous montrer, pour cet épisode, je fais défiler un petit peu des photos, mais j'ai pas de photos de ce Cyberman solitaire.
ça pourrait peut-être justement être expliqué par le fait que dans l'épisode, ils ont voulu nous le tourner et nous éviter de nous spoiler et de nous faire dire en gros non, il n'y aura pas de ce Cyberman, c'est pas maintenant qu'il arrive. Et en fait, si ce Cyberman il est à la recherche du gardien, ce gardien en fait qui protège le Cyberium, c'est un nouveau truc, ça, le Cyberium, c'est assez intéressant, c'est une intelligence artificielle sous forme d'un peu de métal liquide, on dirait, qui contient tout le savoir et le futur des Cybermen, donc très utile stratégiquement pour planifier une future guerre, par exemple. Cet ajout du Cyberium, ce côté aussi, on peut balancer, allez-y, parler de Cyberman solitaire, c'est esthétique, tout ça. C'est forcément Alès qui va vouloir prendre la parole, donc je t'interdis, donc une des deux nanas, bien sûr, mais parce que je sais que t'es chaud là-dessus, mais l'esthétique, et puis ce Cyberium. Les femmes, battez-vous. Vas-y, dans la boue. L'esthétique du Cyberman, tu parles? Ouais, par exemple. Ouais, je l'ai trouvé trop bien. Trop bien, ouais. Parce que au tout début, quand moi, personnellement, j'ai connu les Cybermen, moi, je voulais savoir ce qu'il y avait en dessous. Et c'est vrai que là, on voit vraiment... oui, mais c'est vrai, non mais t'as raison, grave, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est ça, tu sais, t'as toujours envie de voir ce que tu peux pas voir. Et j'ai trouvé qu'il était vachement bien fait, dans le sens où t'as vraiment le visage en partie balafré, à moitié décomposé, tu vois qu'il va disparaître, tu vois qu'il y a un truc pas fini, mais qu'il est pas censé être là, quoi. Ouais, mais c'est vraiment presque répugnant. Et d'ailleurs, Cyberman un peu différent parce que de mes souvenirs et de ce qu'on nous avait décrit, les Cyberman normalement n'avaient pas de partie organique vraiment en eux, à part la tête qui était coupée, qui était mise dans un corps mécanique, donc c'est un peu différent, mais on nous l'explique bien, un Cyberman solitaire, bizarre, en plus il a un dentier à la Lil Wayne, sûrement il fait du rap, je ne sais pas, il a les dents en acier hein, quand même, c'est assez bizarre, vas-y Alès. Ou soit c'est un ancien russe... Ah oui, possible. Beaucoup les dents comme ça. Mais non, et au final, en plus, elle dit bien, elle lui dit « Ah, tu n'es pas fini », le docteur lui dit ça. Oui, c'est donc ça. En fait, c'est vrai qu'on a déjà vu des épisodes de Doctor Who, on voit la création des Cybermen, on voit que c'est carrément le corps entier qui est certain, qui était désintégré. Continue à parler Alès, hein. Ouais. Je te coupe avec une photo qui n'a rien à voir, Riaz n'est pas un Cyberman, mais je n'en ai pas. Donc... Mais en gros, ils sont jamais conçus pareil, on va dire, réellement. En fait, il y a plusieurs stades d'évolution. Oui, et puis il y a eu plusieurs usines à travers le monde. Oui, c'est ça, c'est une mondialisation, c'est une grande PME. Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est jamais fait pareil. Non, mais ils sont jamais fait pareil parce qu'à chaque fois, le docteur arrive à les contrecarrer. Donc, ils changent sûrement leur manière. Et là, c'est peut-être vraiment on va dire, une entité, enfin, un vieux Cyberman qui vient vraiment de plus loin. Comme si c'était la première rencontre, quoi. Parce que je viens d'avoir un souvenir d'un coup là, mais je pense que c'est plus un moderne, de fait déjà qu'il a la lumière là, mais je pense pas parce que, tu vois, là je viens de me rappeler, mais en fait, on a eu cette époque que j'essaie d'oublier, mais de Capaldi, avec, vous savez, le petit ami de... Waouh, la compagnonne de Clara, de Clara, qui est un Cyberman avec une tête quand il enlève son casque. Donc en fait on a des trucs dans le futur des Cyberman qui ils sont à moitié comme ça. C'est bizarre, j'ai pas trop aimé cette manière moderne de le faire. J'ai trouvé même trop moderne, trop élancé, moins mastoc, et du coup c'est vrai je l'ai un peu enlevé de mon esprit, mais là on retrouve de ça, mais avec un côté un peu plus, comme l'a dit Nono, balafré, déstructuré, cassé. Normalement, c'est vrai que les Cybermen gardent la tête humaine, je crois. Je sais plus pour quelle raison, mais on a déjà. Parce que c'est le centre névralgique, quoi, en fait, tout simplement. On a déjà vu des épisodes où il leur ouvrait le thorax et en fin de compte, il y avait juste le cœur avec relié avec des. Oui, c'est ça, de la matière biochimique, enfin un truc bizarre. Pour ceux qui ont la référence, un intérieur de vaisseau si long, un petit peu. Pour ceux qui ont la référence, mais voilà. Ouais. Et là, en fait, on voit vraiment même le bras qui est humain encore. Enfin, humain, il ressemble un peu à un humain, oui et non en fait. Il a une tête un peu trop écrasée, je trouve. Donc est-ce que ça peut... Ouais, l'acteur est cool, hein, l'acteur est ouf. Hein. Mais du coup, ça fait vraiment créature qu'être humain dedans quand même. Frankenstein, en fait. c'est ça? C'est ça, voilà. Mais c'est vraiment super bien fait, quoi. Tout à fait. Et Alita, tu es d'accord avec tout le monde ou... Oui, je suis carrément d'accord. Après, c'est vrai que le fait qu'il y ait un visage en dessous, c'est assez perturbant parce que c'est pas ce à quoi on vous a habitué. Après, si, tu l'as été habitué à Capaldi. Oui, à Capaldi, mais comme toi, je l'ai un peu oublié. Et, parce qu'après, le personnage était insupportable. Ouais, et c'est surtout que quand du coup le docteur dit qu'elle veut pas, qu'elle acceptera pas de perdre quelqu'un à nouveau. Genre à cause des Cybermen, là, elle dit un truc comme ça, une sorte de phrase. Oui, c'est ça, en gros, c'est ça. Ouais. Et j'ai relu, et je m'en rappelais même plus que Bill, du coup, elle s'est transformée en Cyberman aussi. Tout à fait. J'avais complètement oublié ça. C'est la compagnonne d'avant. Compagnonne qu'on adorait. J'avais oublié. Compagnonne qu'on aimait beaucoup, et c'est un peu dommage, mais du coup, vous allez me parler aussi de l'AI juste après, mais
justement, le parallèle, on le fait aussi très rapidement ensemble, mais la création des Cybermen à la base, pour moi dans Doctor Who, la référence de Frankenstein n'est pas loin. Hein. En plus, Frankenstein, les deux trucs dans la tête comme ça, on a cette image, le Cyberman qui a aussi une tige de fer. On sait que Doctor Who a dû largement s'inspirer de Frankenstein, et là la boucle est bouclée, puisque c'est les Cybermen qui influent la création de Frankenstein, c'est assez intéressant. Et vous allez me parler du Cyberium aussi, cette intelligence artificielle qui ressemble à un métal liquide, là, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouveauté? Parce qu'on nous sort tout le temps des petites nouveautés comme ça. Je sais pas, parlez-moi un petit peu... Personnellement, je trouve ça beaucoup plus intéressant dans le sens plus intéressant que le Cyberman suprême qui est sur son fauteuil. Parce que dans le sens, en fait, c'est logique que, par exemple, ce Cyberium, par exemple, puisse se faufiler partout, en fait. Dans le sens où il peut prendre le contrôle, c'est l'origine. Oui, c'est ça. Il peut prendre le contrôle d'un corps humain sans forcément avoir une carapace de Cybermen autour. Oui. C'est pas vraiment prendre le contrôle. C'est plus ou moins, Il cherche une base de données, entre guillemets. Genre, il veut s'implanter dans un corps qui aurait suffisamment de place pour recueillir tout le savoir. C'est ça. C'est pour ça qu'avec un humain, ça marche pas. Oui, un parasite, plus comme un parasite, mais dans le sens, c'est le Cyberman en soi est un parasite en soi, mais qui s'installe mécaniquement. Enfin, voilà. En gros, je trouve que c'est bien représenté que ce soit le Cyberium comme ça, parce que pour moi, c'est l'essence même, en gros, du projet des Cybermen, quoi. Ouais, ou la forme absolue. Voilà, la forme définitive du futur, quoi. Pas absolue, parce qu'il contrôle pas le corps réellement, mais non, parce que le corps arrive à se battre, hein. On est sur donc, Percy qui est du coup à l'origine des perturbations, c'est lui qui va créer, vu que c'est un écrivain avec un esprit assez, on va dire, imaginatif, il va créer du coup pas mal de choses pour essayer de combattre l'arrivée du Cyberman solitaire, avec des labyrinthes, des visions de partout, et il se protège malgré qu'il ait l'IA en lui, carrément, donc c'est intéressant, ouais. Bon voilà, je vous mets là et vous savez pas quoi dire, c'est cool. Non mais Alita, t'as bien aimé toi ce côté possession, t'as trouvé ça crédible, je sais pas? Je suis assez dubitative parce que il y a plein de trucs que j'arrive pas trop à comprendre en fait, j'arrive pas trop à comprendre comment fonctionne vraiment le Cyberium. C'est parce que t'es bête. Oui, aussi. C'est parce que vu que c'est une intelligence artificielle, elle fait des choix, effectivement. Après, pourquoi avoir fait le choix de se mettre dans un écrivain? Pourquoi après elle choisit plutôt le docteur que le Cyberman, du coup, à la fin? C'est très bizarre comment ça réagit, en fait. Et parce que si c'était vraiment le truc des Cybermen, elle aurait choisi forcément le Cyberman solitaire, enfin quelque chose. Pourquoi? Je suis pas d'accord. Le docteur, c'est censé être connu comme une des créatures les plus intelligentes et avec une très longue vie et de l'univers. Donc pourquoi pas se dire bah non, je préfère me mettre dans le docteur et puis c'est le docteur qui est le plus près et qui force un peu le coup avec ses pouvoirs psychiques. Tu vois, genre il rentre dans la tête de Percy, quoi. Moi je suis plutôt d'accord parce que dans le sens, je suis plutôt d'accord avec toi Saran, dans le sens où le Cyberium en gros il va, vu que c'est on va dire un peu comme un leader pour les Cybermen. En gros, c'est une source que le Cyberman recherche, une source d'information. Son but, c'est de récupérer des informations. Donc le docteur a plus d'informations que le Cyberman. Donc en fait, elle s'est servi un peu du docteur. On pourrait le voir comme ça. Je le vois un peu comme ça. Je le vois comme ça. Et puis ton histoire de pourquoi venir chercher un écrivain, je pense que c'est plutôt, faut le voir comme un inverse, comme l'inverse, pardon, et puis que la relativité du temps, toujours quoi. C'est, elle savait que le docteur serait là à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Oui, sûrement. Ouais, d'ailleurs, j'ai un truc assez ouf à dire. Enfin, ouf, je sais pas. Toi, t'as un truc ouf à dire? Ouais, toujours. Non, mais moi, vous savez, je suis très dans les anecdotes et dans les en vrai comment ça s'est passé. Mais du coup, en fait, ils sont allés tourner dans un strip club à Dunkerque. Et on s'en sait pas. Mais non. Donc Percy, en gros, l'écrivain en vrai, il est mort très jeune. Il est mort à 29 ans ou 28, je sais plus, un truc comme ça. Et en fait, il s'est mort noyé. Et du coup, vous avez la vision. On nous montre, intéressant. On nous montre et c'est pour ça qu'elle lui dit je suis désolée pour te sauver la vie temporairement. En fait, j'étais obligée de te montrer ta mort. Elle lui montre sa vraie mort. Oui, voilà. C'est intéressant. Et c'est pour ça qu'elle dit d'ailleurs que oui, effectivement, vous avez raison, elle lui dit ce que vous avez dit là. Et puis elle lui dit d'ailleurs aussi que tu es presque déjà mort et ta vie va être. Parce qu'il est mort peu d'années après, ouais.
c'est ça. Ouais, mais par contre, intéressant, très intéressant. Il la remercie quand même dans l'épisode en lui disant vous m'avez quand même offert un peu plus de répit avant sa mort. En fait, c'est ça. Il se dit qu'il aurait pu mourir avant, il va quand même mourir un peu plus tard, mais là il est encore en vie, il a le temps de voir l'enfant grandir, parce que je sais pas si c'est son enfant du coup. William c'est son fils, mais de toute façon William va mourir très jeune aussi. Ah merde, IRL, super. Mais je sais pas ce que vous avez pensé, mais l'acteur de Percy là qu'on voit en ce moment à l'écran, assez incroyable en vrai. Je le trouve vraiment convaincant, beau gosse, ça marche bien. On dirait qu'il vient de cette époque, ça marche trop bien. Tous les acteurs, je trouve que de cet épisode sont bien en fait. Ouais, en général, franchement en général, ouais. Ouais, c'est vrai, ils sont cool. Du coup, on va parler de quoi? On va parler du coup maintenant de Sortine face à ce choix impossible. Justement, on en a parlé un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sauve Percy en fait en donnant le Cyberium au Cyberman, ou en le prenant en elle et ensuite en le donnant, ou est-ce qu'elle condamne Percy en empêchant le Cyberium de sortir finalement? C'est le gros choix qui va la tirailler à ce moment-là, avec des compagnons qui tout le long de l'épisode ont été vachement à l'écoute, je trouve, vachement impliqués, à essayer de sortir les gens de situations un peu nulles, quoi, tout ça. Et là, d'un seul coup, t'as Ryan qui va la pousser à bout, on peut dire ça comme ça, qui lui dit la phrase « ce n'est qu'une seule vie face aux nôtres ». Il lui fait le choix un peu pragmatique, cartésien de « tu tues une personne pour en sauver 1000 », le dilemme du tramway, comme on dit. Et là, elle pète un câble. Je sais pas comment vous l'avez vu, mais c'est assez... Vas-y, Nono, ouais. J'ai eu l'impression de voir tous les docteurs dans une scène. Oui, parce que le docteur a toujours, à tout roujour, et ça faut le savoir, le docteur a tout roujouré. Il a toujours réagi de la même façon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un lui dit mais c'est qu'une vie, mais il pète un plomb, et pour lui, la moindre vie est précieuse. C'est ça. Et je suis d'accord. Surtout que cette vie... Généralement, les vies, en plus, qui sauvent, malgré que la personne soit toute seule ou pas, généralement, c'est des personnages historiques qui vont faire en sorte que le futur se développe de cette manière, et pas d'une autre. Surtout, souvent, des personnages, t'as raison, historiques, mais en plus des personnages historiques, artistiquement parlant. Et tu vois, et c'est important. Non, mais carrément, t'as raison. Et du coup, Alita, t'es d'accord ou pas? Parce que moi, je suis complètement full d'accord avec Nono de ce qu'elle dit. En fait, ce que je trouve que Nono, parce que moi, je pose la question, mais Nono a exactement dit ce que je ressens aussi, c'est-à-dire que le jeu, clairement, de Jodie Whittaker, là, on va parler très technique, sa manière de jouer, je sors du docteur, j'avais l'impression de voir tous les docteurs. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est GG. Capaldi, j'avais pas l'impression de revoir les anciens docteurs. J'avais une espèce de sensation de coupure. C'est pas pour encore casser du sucre dans le dos de quelqu'un, c'est pas le problème, tu vois, mais juste, voilà, ça marche de ouf. Donc Alita, ton avis aussi, quoi. Ouais, carrément, je suis d'accord, c'était... Même, je t'ai regardé pendant l'épisode tellement j'étais... Ouais, parce que je suis beau gosse. Oui, déjà, mais parce que j'étais choquée, en fait. Genre, c'était vraiment impressionnant, inattendu, bien écrit aussi. Et tout ce qu'elle dit, justement, où les mots sont importants, à la fin, elle dit ça et tout, et... Oui, les mots sont importants, tout à fait. Trop bien écrit, et les dialogues étaient trop bien pour ça. Et son jeu est parfait, quoi. Et... Oui, vas-y. Le regard tout le long pendant son, justement, son discours, en fait, le regard, c'est qu'il fixe la caméra, si je me souviens bien, en fait. Non, c'est pas possible, mais pas loin. Pas réellement la caméra, mais juste à côté, là, où on sent le regard perçant, en fait, qu'elle jette à Ryan, au final. À Ryan, pour le coup, tout à fait. Et franchement, ça colle après, à tous les trois, elle regarde chaque compagnon, parce que... Ouais, pour avoir un petit peu leur... Elle cherche de l'aide. Ouais, c'est ça. Après, à mon avis, elle est perdue. Hein. À ce moment-là, elle est à moitié perdue, ce qui est logique. Elle cherche du soutien avec son regard, oui, je pense. C'est ça. Elle cherche du soutien, elle a besoin de mieux comprendre la situation. Elle est en détresse, c'est ça. Et faut pas oublier que Ryan, c'est pas le mouton noir du tout. Hein. Personne ne dit qu'il va partir à ce moment-là ou autre. Mais n'empêche que Ryan, on rappelle que c'est quand même toujours le compagnon qui a toujours une arme. Qui est toujours un petit peu... pas dans le côté militaire, mais j'irai pas jusque-là. Mais il y a extrême, en fait, par rapport ouais, toujours un petit peu extrême, c'est ça, ouais. Peut-être parce qu'il a plus peur, qu'il est plus vulnérable. Oui, aussi, ce qu'on voit dans l'épisode, c'est clairement à chaque fois le plus vulnérable, en fait. Parce que, je sais pas si on en a pas parlé là, mais par exemple, oh putain, j'ai un trou de mémoire. Le beau-père. On va t'aider. Le beau-père. Graham. Graham. Oh putain, comment j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Graham, par exemple, il va voir 2 fantômes. Il va savoir en quelque sorte que c'est des fantômes, mais il se dit c'est peut-être des aliens ou enfin un truc. Oui, il pragmatise. Il cherche une raison. Il panique pas, alors que Ryan, tu vois, il voit un fantôme et c'est fini. Bah déjà, même avant, il le voit pas, il se fait juste effleurer. Effleuré par le coup de Yaz. Voilà, oui, parce que juste avant, il a vu un fantôme, mais oui.
Ouais. Du coup, il panique. Il panique à bloc et il est tout le temps comme ça, tout le temps en train de paniquer. Alors et que c'est pour ça qu'il est vachement Graham, sur la. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est vachement sur la défensive en fait, Ryan. Ouais, je pense, il y a un côté un peu plus peureux comme vous le dites. Hein. Ça le rassure, je pense, d'avoir une arme ou d'avoir quelque chose ça la race. Ça la race. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça la rassure. Ah ouf. Oui, non, mais ça le rassure d'avoir quelque chose pour le protéger. En fait, s'il est pas accompagné, de toute façon, il lui faut une arme. Oui, c'est ça. Quand il est accompagné, en réalité, il a pas souvent d'armes. Non, mais c'est ça. Mais quand il est tout seul, il a quelque chose pour se défendre. Ouais, c'est ça. Parlons de la réal un petit peu, l'aspect horrifique, on en a parlé, très bien retranscrit à l'écran, on l'a dit, un classique, mais ça marche bien. Beaux hommages à différents auteurs, autrices, je trouve un hommage, on l'a vu, un peu obvious mais cool à Hamlet, à Shakespeare, avec le crâne tenu. Ça faisait un peu to be or not to be, that's the question, ça marchait bien. On a aussi des hommages un petit peu à Charles Addams, le papa de Addams Family, la famille Addams. On a quand même la main qui se déplace, ça fait un peu penser à La Chose, c'est ça? Comment ça s'appelle? Ouais, The Thing, ouais, c'est ça. The Thing. C'est La Chose. Ouais, non, c'est pas La Chose. La Chose, c'est le poilu, c'est le... La Chose, c'est le... Non, ça, c'est Cousin Machin. Oh, je me souviens machin, on ne sait plus, bref. Et on a aussi quelques citations de poésie, des vraies citations de poésie dans l'épisode. C'était plutôt cool, des poésies souvent des auteurs et autrices qu'on a dans l'épisode. L'armure, on en a parlé, les décors, les costumes. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces costumes? Parce que pour le coup, moi je trouve que les costumes sont très réussis. On l'a dit, les acteurs sont très bons, ça c'est une évidence, mais les costumes marchent bien. Je sais pas, vous avez bien aimé vous aussi l'ambiance? Ouais, et du coup, ça m'a fait penser aussi à quelque chose juste à un moment, quand il tient le crâne dans la main. Avec son peignoir, ça m'a clairement fait penser à la série Sherlock à un moment. Ah, bah nous on vient de le dire, hein, on vient de le dire Alès, mais à Hamlet, Shakespeare. To be or not to be, c'est une question avec le crâne tordu. Mais après, c'est vrai que dans Sherlock, il y a un hommage aussi à Shakespeare. Mais le même au final. Dans la position, je sais plus s'il parle de cette phrase, enfin s'il dit cette phrase. Ouais, mais merde, je suis sur moi, excusez-moi. Pardon, j'étais en train de t'écouter et j'étais comme ça. Et quand il tient le crâne dans la série Sherlock, ça m'a fait penser à Sherlock aussi en fait, juste avec la tenue, juste grâce à la tenue et un peu l'aspect physique, enfin un peu le physique de l'acteur en fait, les cheveux bouclés, et tout, ça m'a fait penser. De toute façon, on est dans le délire série anglaise, ça fait des références à Hamlet, ça fait des références à tout ça et c'est toujours un petit peu pareil, c'est normal. Mais Uno, ouais, tu voulais dire quelque chose ou pas? Non, t'as aimé le délire des costumes? Bah oui, on te parle à toi, Nono. Ah pardon, oui, j'ai trouvé que Yaz était canon. Ah Yaz, attendez, j'ai peut-être une photo de Yaz. Bah, j'en ai déjà montré tout à l'heure normalement. Mais Yaz est cool. Trop canon et je trouvais que mais Yaz, de toute façon, elle est canon. Ouais, elle est trop belle. Non mais Yaz, j'ai envie de vous dire, Yaz, je vais résumer ça comme moi je le ressens, elle a un très beau port de cou. Ouais. C'est son cou, elle est très belle, c'est une très belle femme. Moins intéressante, mais belle, dirons-nous. Et apparemment, elle a des coudes pointus. Et Graham, ça lui va bien aussi. Ouais, bah Graham a de la prestance comme mec. Alors moi, je veux parler quand même de Graham, parce qu'il y a quand même plein de trucs qui sont trop bizarres avec lui. Parce que ça fait déjà 2 épisodes où et je sais pas s'il y en a que 2 d'ailleurs, mais où il vit un truc complètement différent des autres. Ouais, clairement, je suis d'accord. Oui, c'est vrai qu'on l'a relevé dans le dernier show, ouais. Et là, il voit des fantômes, et même le docteur lui explique même pas, parce qu'elle ne sait pas. Et on sait pas, on saura pas jusqu'à la fin qui c'était et pourquoi il les a vus. C'est trop bizarre. Ouais, ce coup, mais est-ce qu'on va le savoir plus tard? Je sais pas, j'imagine. J'espère, oui, parce qu'il y a bien un truc avec lui quand même. Il est relié à quelque chose, c'est sûr. Ouais. Après, est-ce qu'il serait pas relié à la mort au final, vu qu'il a eu le cancer et qu'il a voyagé dans le temps? Et que sa femme est morte. Et que sa femme est morte, possible, hein. Non, mais t'as carrément raison. Un petit truc ésotérique comme ça, un peu. Ah, ça pourrait être cool, hein. Ça pourrait être cool que la mort soit une entité en fait dans Doctor Who et qu'elle s'est attachée à Graham et qu'elle lui envoie des trucs, des visions et peut-être que tout ça. Autrement, au niveau du cliffhanger cliffhanger c'est pas ça, mais au niveau de ce putain de truc qu'on nous suit depuis Jack Harkness qui dit il faut surtout pas que le Cyberman solitaire ait ce qu'il demande. Ça, il l'a dit clairement aux compagnons. Les compagnons l'ont retranscrit au docteur. On est d'accord qu'on le sait dès la première phrase où il nous dit ça. On sait déjà de base qu'elle va pas faire ce qu'il dit. Voilà, c'est toujours comme ça dans les séries. C'est sûr, mais c'est sûr. C'est toujours comme ça. Parce sinon, t'as pas d'intérêt. Sinon, c'est fin de la saison. Je le savais. Et ben voilà, fallait pas le faire. C'est forcément un choix impossible qui lui fait faire, et on sait très bien que voilà,
elle cédera pas au chantage, comme on dit. Elle ne cédera pas au caprice des dieux, comme on dit, le fromage. Bien sûr. Avez-vous quelque chose à ajouter, mes chers amis, ou puis-je faire ma conclusion, comme vous voulez? Je peux ajouter un petit truc, c'est qu'on n'a pas parlé de Brian aussi, l'esthétique. Je sais pas, j'ai trouvé que le costume, au moment où, au tout début de l'épisode, quand ils ouvrent la porte et qu'ils les découvrent... Ah, attendez, j'ai une photo, je l'avais, putain. Dehors, sous la pluie. Je l'ai perdu, oui, c'est bon. Et bah je trouve que son costume lui va trop bien aussi à ce moment-là. Il est classe. Il est très classe parce que son cou est caché et du coup il est moche. Mais non, mais vu que c'est un acteur qui est assez baraque en fait, je trouve que ça lui va vachement bien en fait. Ouais, ça fait ces costumes là comme ça. Alors que quand on regarde Graham là, il fait un peu plus coché lui. Ouais. Et on parle pas de Yaz, hein, on évite là par contre sur l'entrée. Bah après elle est mouillée. Non, c'est le couvre-chef. Ah oui, le couvre-chef. Non, le couvre-chef de Yaz. Bah c'était l'époque. C'est une bergère. Mais bon, c'est une bergère, c'est ça. Et du coup, Jodie qui elle ne change pas trop. Oh pardon, Jodie qui ne change pas elle trop de tenue. Hein. Elle est très moderne en fait, je trouve. Ouais, Jodie est. Mais c'est vrai qu'elle joue moins avec les tenues. Mais en même temps, les docteurs jouent jamais avec les tenues. Mais elle a fait un petit effort. Elle a pas son t-shirt habituel, si j'ai bien regardé. Normalement, elle a une petite chemise avec des motifs un peu à l'ancienne. Ah, et puis son écharpe est différente, c'est pas la même que d'habitude. Et qui rappelle les tapisseries un peu d'époque, sa chemise. Et qui t'es en train de dire qu'elle a une chemise tapisserie? C'est ça. Excellent, mec. Excellent, très gentil. Qui amène la dragouille. Oui, qui la dragouille. C'est vrai, il y a une dragouille. D'ailleurs, il y a un petit message aussi, je sais pas si toi tu l'as relevé, Saran. Je sais pas si vous avez remarqué. Yaz, à un moment, elle parle avec je ne sais plus quel personnage. Oui, je sais pas. Elle accroche sur lui. Avec Clara, pas Clara. Comment elle s'appelle J'ai plusieurs personnages à vous dire. La photo Claire Clermont. Claire Clermont, voilà. Et bah justement, ça parle d'une petite histoire d'amoureux et là, tu vois, elle parle de son amour. Mais du coup, on sait pas qui elle parle. Elle parle du docteur. Clairement, elle parle du docteur. En fait, non. Battez-vous. On sait pas et en fait, du coup, j'ai trop envie de savoir qui c'est. Non, c'est fait exprès. Si, c'est évident. Vas-y, de toute façon, on va voir Bruce Wayne qui va venir dans les commentaires dire mais pas du tout. C'était en fait Robert Hue. Elle en parle, elle dit que son amie, là, Marie, lui a dit que fallait qu'elle fasse attention, en gros, parce que c'est un coureur de jupons, machin. Mais c'est évident, tu le vois dans l'épisode là que le mec est en train de draguer le docteur. Non, mais on parle pas de. Mais on parle pas de ça. On parle que la personne que Yaz aime. Yaz. Mais si, elle parle du docteur, mais elle parle pas en tant qu'amour, elle parle en tant que... Mais qui vous dit qu'elle n'est pas amoureuse du docteur? Pourquoi ne serait-elle pas amoureuse du docteur? Je vous rappelle que Martha est amoureuse du docteur, je vous rappelle que Rose est amoureuse du docteur, et c'est presque logique de tomber amoureux du docteur. Le docteur est bien trop cool pour pas tomber amoureux d'elle. Même Lee avait un petit penchant pour le docteur alors qu'elle était en couple aussi. Oui, Rodri restera à son choix de cœur, parce qu'il a attendu devant la Pandora Box. Non mais c'est Rose qui l'a eu. Mikey pour le docteur. C'est Rose. Donc, Yaz, c'est totalement possible, sachant qu'on a déjà vu des homosexuels en fait dans la série. On n'est pas, on va dire, on peut retrouver des homosexuels. J'adore Dono. La tête de Dono pendant que tu parles. C'est pas un tabou dans Doctor Who, donc c'est ça qui est bien, quoi. Oui, mais il n'y a pas de débat. C'est Rose qui l'a eu et c'est Rose qui l'aura toujours. Parce que même quand dans d'autres épisodes, dans d'autres, c'est vrai qu'il parle tout le temps de Rose. C'était l'amour fou. Donc il l'a eu. Oui, mais c'est le premier amour de la nouvelle saison, c'est le premier amour. Il y a eu les mannequins en plastique et bam, le bisou sur la bouche. Ça fait tous les mannequins en plastique. Vous voulez draguer le docteur, achetez les mannequins en plastique. Mais c'est clairement ça. Et c'est marrant que Clara et... Alita, tu te baisses de plus en plus. Ah pardon. Voilà, parce qu'on est dans un Tardis, on se respecte. C'est marrant que Clara ne soit pas tombée amoureuse du docteur quand même. C'est parce que Clara est une grosse conne. Non, mais je trouve que ça colle avec la saison de Capaldi qui était complètement détachée pour moi de Doctor Who. Comment tu es tombé amoureux de Capaldi de toute façon? C'est pas charmant, ouais. Non, en vrai, Capaldi, moi je le trouvais pas dégueu en docteur physiquement et tout. Je trouve que ça collait bien. Non, pas physiquement, mais c'est juste qu'il était mal écrit. Il était mal écrit. Le personnage était mal écrit. Grincheux as fuck. Voilà. Grincheux as fuck. Avez-vous quelque chose à rajouter ou je peux conclure à un moment parce qu'on peut parler de Doctor Who pendant 50 ans. Oui, mais de toute façon, j'ai envie qu'à la fin de cette saison, on se fera un Wusho débrief. J'adore ça, les Wusho débrief. Même après un autre Wusho après le dernier épisode, un truc genre en mode ouais, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe, mais pourquoi machin a fait ça, et on reparlera de vieux trucs si on a envie carrément. Je peux conclure? Ouais. J'ai sursauté parce que j'ai peur. T'as sursauté de quoi?
pendant les premiers, on va dire, screamers, entre guillemets. Donc c'est que ça marche, c'est que le côté horrifique a marché. Ouais. Ah, ça marchait, bah c'est cool. Moi, donc belle réal. Ouais, mais moi aussi. Un petit sursaut en mode Après, moi je suis beaucoup plus habitué, contrairement à Alès qui aime pas ça. Par exemple, moi j'aime beaucoup et je regarde beaucoup de films d'horreur, je suis un peu plus habitué. C'est vrai que là ça me fait un peu genre en mode oui, bon, il y a The Grudge à côté, les gars. Bon, bref. Mais la petite fille derrière la porte, pas cool. Bon, petite conclusion. Donc je vais résumer à peu près ce qu'on a dit parce qu'on est à peu près tous d'accord, c'est cool, on est ici face à un épisode surprenant par l'intrigue. Qui aurait cru que la trame initiale, comptant de jeunes auteurs à la recherche d'émotions fortes et de spiritisme, enchaîne sur une quête du Cyberium menée par l'inattendu Cyberman solitaire. L'inattendu sauf pour Nono qui l'attend à chaque épisode, on l'a compris. Mais n'est-ce pas logique que l'autrice de Frankenstein soit elle-même inspirée par ce monstre de chair rapiécée? On l'a dit. Nous attendions depuis quelques épisodes la rencontre de cet ennemi mythique. C'est avec prouesse pour moi que Alderton et Chibnall réussissent à le rendre plus effrayant encore que ses homologues du passé. Son aspect assemblé et inachevé lui donne une aura presque zombiesque, on pourrait dire, et sa possibilité à ressentir des émotions, oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais on en parlera après parce qu'il va revenir, bah, ça lui donne une nature imprévisible. C'est juste flippant. 13 est elle aussi imprévisible finalement, elle semble désespérée face à ce nouvel ennemi, elle en vient même à prendre de haut et à invectiver violemment ses compagnons, mais en même temps Ryan fait de la merde là. Après le rapprochement récent et la bienveillance de la Team TARDIS, ce ton agressif, bah, ça nous frappe et ça nous donne un avant-goût de ce que pourrait être la violence de la guerre, les opposants aux Cybermen. Malgré l'avertissement de Jack Harkness, on l'a dit, lui sommant de ne donner au Cyberman solitaire ce qu'il veut sous aucun prétexte, elle décide malgré tout de sauver une seule personne. Nono nous l'a dit, c'est la vision même du docteur, hein. Quitte à mettre l'humanité en danger, elle prône ici de vraies valeurs humanistes telles que le docteur en a toujours eu. Pour elle, pas de stratégie militaire, chaque vie compte. Et c'est ce qu'on a dit, et c'est cool. On retrouve, j'aime bien ce côté tenant de chaque vie compte, mais en même temps, je peux avoir des moments un petit peu vénères, c'est trop cool. Vous êtes d'accord ? Ouais, mais on n'en a pas parlé aussi, le moment où elle quitte la pièce et elle dit aux autres de pas les suivre. Elle dit aussi qu'elle en a marre de perdre des gens, en fait. On l'a dit. Oui, ouais, si, à cause de Bill, quoi. Ouais, mais je croyais qu'on en parlait que pour le... Non, mais oui, mais c'est un tout. Non, mais c'est vrai que c'est un tout, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Alès, c'est clair. Et on n'a pas parlé, effectivement, de ce côté émotion. C'est l'inverse d'un Cyberman à la base, mais on en parlera dans le prochain épisode, promis du coup, et parce que de toute façon ça fera partie de ce truc. On verra d'ailleurs si tous les autres Cybermen de sa troupe qui vont arriver ont eux aussi des émotions, ou est-ce que c'est ce côté Cyberman inachevé qui lui donne des émotions, et c'est pour ça qu'il l'a envoyé tel un Terminator à travers le temps pour retrouver le Cyberium. Donc voilà, un petit mot à dire les amis. C'est vrai que le Cyberium ça fait très Terminator. Hein. Ah bah grave, Terminator 2, Terminator 2 avec le liquide dégueulasse mal fait à l'époque, mais c'est ça. Moi j'ai trouvé l'épisode très réussi personnellement. Ouais, moi aussi. Moi aussi j'ai bien aimé. Sûrement un de mes préférés au final. Aussi. Oh oui. Mais forcément, pourquoi ? Parce qu'on on commence la vraie ascension, comme nous le rappelle à chaque fois le Big Amiral, l'ascension qui arrive et c'est cool. Du coup, on en attend beaucoup. Ouais, finalement, c'était cette entrée avec Spyfall qui nous a beaucoup plu, et puis cette arrivée de trilogie de fin là. Hein. Mais ça aurait pu être l'épisode avec un autre docteur qu'on aurait pu préférer aussi. Parce que je l'aime beaucoup aussi. Hein. C'est quand même vachement important de ouais, mais là, c'est une nouvelle personnalité du docteur. C'est l'écriture et c'est l'ambiance qui est trop bien en fait. Ouais, clairement. En fait, c'est le tout, alors que dans l'épisode avec le docteur, ouais. L'autre docteur. L'autre docteur. Et il y avait. Ouais, c'est la hype. Il n'était pas non plus super bien écrit partout en fait. Il y avait des petits trucs qu'on aimait. Non, mais après, alors que là, on c'était aime plus à peu classique. Près tout. Ouais, c'est ça, c'était plus classique, pas oufement écrit comme tu le dis, mais c'était juste ça nous chouchoutait notre cœur de fan avec un nouveau docteur, donc nouvelle trame et tout, et puis surtout les Judun aussi, on était content de les revoir, mais moi, je suis d'accord, Alès, je suis d'accord. Ça me plaît, c'est dans le passé, donc forcément ça me plaît. Ah oui, tu adores les épisodes dans le passé. Alors moi je suis plus futur pour le coup, mais là j'ai kiffé. Donc vous avez quelque chose à dire ? Ou pas du tout hein ? Non. Bah non, non, c'est bon. Et ben on se dit à très bientôt. Ah non, pardon. Ah non, j'ai dit moi. Ah non, d'accord, j'ai entendu. D'accord, bien on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Nous on a vraiment hâte de voir la suite, donc on est très contents parce que du coup là ça sort samedi et du coup on va pouvoir regarder ça ce week-end ou autre, et du coup on vous sortira ça mercredi. Voilà, mais ça va être trop bien. Donc gros bisous tout le monde, merci d'avoir suivi, c'est un épisode incroyable de Mouchon et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Mignon.